Nous les avions oubliés. Nous croyons en avoir fini avec ces monstres minuscules parce que nous sommes modernes et que la vermine nous renvoie aux cavernes. Pourtant, ils sont là. Ils sont revenus en douce et en masse. Avec leurs carapaces blindées, leurs mandibules insatiables, leurs crochets, leurs dards. La base arrière des punaises de lit est le sud de la France. Mais des colonnes imposantes remontent vers le nord. Aux dernières nouvelles, elles ont passé le Rhin. Les moustiques tigres, nouvellement débarqués en Europe, rejoignent Paris en stop. Et puis, il y a les autres. Les puces, les poux, les tiques, les poux de pubis qu'on appelle familièrement morpions. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui leur prend? On invoque le réchauffement climatique, des changements de mode de vie, des mutations génétiques de ces horribles bestioles. Qu'est-ce qui ne va pas? Partout dans le monde, nos vieux persécuteurs sont de retour, et tout particulièrement en Amérique du Nord et en Europe. Moustiques, tiques, poux, punaises progressent dans des proportions alarmantes. Dans le sud de la France, Marseille est une tête de pont pour les punaises de lit. Jean-Michel Béranger est entomologiste et cherche des moyens efficaces pour les éradiquer. Pour peupler les élevages sur lesquels il mène ses recherches, il prélève régulièrement des spécimens chez des particuliers. Attention, attention, tiens, là aussi, pas dessus. Donc là, vous avez un petit élevage, là. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, là, par contre, le matelas, là, il faut tout jeter, là. Hein. Tu vois, ça court partout, là. Et ouais, oh là là. Oh là là. Ouais, là, c'est bien infesté, ouais. Il y en a des centaines, attention, tu en as sur les mains. Ouais, il y a des œufs, des mues, il y a tous les stades, là. De l'œuf à l'insecte adulte, la punaise passe par plusieurs étapes de développement. À chaque mutation, elle abandonne son ancienne enveloppe. Les insectes et les acariens muent parce qu'ils n'ont pas d'ossature ni de colonne vertébrale. C'est leur cuticule, autrement dit leur carapace, qui leur tient lieu de squelette et leur permet de se mouvoir. Ah oui, en effet, monsieur, il y en a vraiment de partout. Hein. Je regarde les tiroirs. Il y en a de partout, monsieur. Selon les recherches récentes, les punaises de lit seraient très sensibles aux odeurs corporelles qui imprègnent les vêtements sales. Mais c'est notre respiration qui les attire, car elle leur signale la présence de sang. Pour devenir adulte, la larve a besoin d'une ration de sang humain qu'elle ingurgite en une dizaine de minutes. Après quoi, elle se cache plusieurs jours pour la digérer. Là, on est dans un cas d'une très très forte infestation. Il y a des milliers de punaises ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule femelle peut être l'origine de ce phénomène. Une punaise de lit femelle adulte pond de 2 à 5 œufs chaque jour. Selon la chaleur ambiante, ils éclosent au bout d'1 à 3 semaines. Dans un endroit propice, la population augmente à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, les punaises de lit progressent de partout, dans toutes les villes, dans tous les pays. Les moyens de transport, bien sûr, c'est un moyen de dispersion pour elles, puisqu'elles ne volent pas, elles ne sautent pas. Donc c'est vraiment nous qui les déplaçons. À Marseille, les flux de population font le bonheur des punaises et autres bestioles piqueuses, à tel point que l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée a créé une unité consacrée aux maladies émergentes. Jean-Michel Béranger travaille à l'insectarium de l'Institut, le plus grand d'Europe consacré à l'étude de ces envahisseurs menaçants. Avec ici, par exemple, un élevage de milliers de poux, ici, un élevage de tiques. Plus loin, nous avons un élevage de puces. Et ici, un élevage de punaises des lits. Gros problème actuellement, grosse actualité.
Après la dernière guerre, avec l'apparition du DDT, un insecticide très puissant, on a quasiment éradiqué tous ces envahisseurs. Le problème, c'est que le DDT, c'est un produit toxique, donc on a été obligé de l'arrêter. Dans les années 90, avec la mondialisation, l'explosion du tourisme, du commerce international, de la démographie, la pauvreté aussi de cette population, on assiste à un retour en masse de ces envahisseurs. Assez souvent, les victimes ignorent qui est l'auteur des morsures qui les font souffrir. La première chose à faire est d'identifier l'agresseur. Ce sont les demandes d'identification d'insectes que je reçois, accompagnées parfois donc, par des insectes également. Et aussi, très important, des photos de piqûres d'insectes qui peuvent aider à orienter le diagnostic. Ici, par exemple, une piqûre de tique avec la piqûre ici au centre, le halo typique de la diffusion de l'infection, 3 piqûres alignées typiques des puces, ici une piqûre de moustique, et ici, chez cette dame, par exemple, une forte réaction à des piqûres massives de punaises de lit. Punaises de lit, environ 50% des problèmes. Outre les photos des boutons, certaines victimes envoient dans des enveloppes des poils, des échantillons de poussière et même le plan de leur résidence, comme pour une enquête de police. Les puces, les poux, les morpions, les tiques, les moustiques et les punaises de lit disposent d'outils terrifiants pour percer la peau humaine. Stylet, rostre, mandibule. La morphologie de l'appareil à perforer et à sucer le sang varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Chaque système laisse une signature caractéristique. Dans la plupart des espèces, ce sont essentiellement les femelles qui piquent pour prendre avec le sang les calories dont elles ont besoin pour amener leurs œufs à maturité. Mais il y a quelques exceptions. Chez la punaise de lit, tout le monde pique. Les 5 stades de larve et le stade adulte, et même monsieur pique. Tout le monde pique chez la punaise de lit. Charmante famille, du genre collante en plus. Car il est très difficile de s'en débarrasser, et sentir que des bestioles nous dévorent vivants peut faire perdre les pédales. Au CHU de Nice, le docteur Delaunay, spécialiste des phobies, reçoit régulièrement des patients angoissés qu'il traite par l'hypnose. Je suis obsédé par la moindre petite tache noire qui est chez moi. Ça me gratte alors que ça ne devrait pas me gratter, j'ai une espèce de psychose. Je me suis rasé quasi entièrement. Là, normalement, vous êtes plus poilu. Et c'est le grattage surtout? C'est le grattage D'accord. et c'est quasiment, j'en ai partout. Quasiment, je dois dormir 2 heures, 3 heures par nuit. Ce qui m'aiderait beaucoup, c'est de me libérer de ces petites bêtes. D'accord. Très très vite. Ça va au-delà de l'insecte et on est sur une nécessité d'écoute, d'apaisement et de relaxation, ou en tout cas de repartir vers une vie normale. Voilà. Dans le même temps, vous découvrez la sensation de vos mains sur votre pantalon. Les gens ont structuré des vies d'évitement, des vies sans sociabilisation. Ils s'interdisent d'aller au cinéma, ils s'interdisent d'aller à l'hôtel, ils s'interdisent de voir leurs amis, ils ont peur de contaminer. Et donc tout ça fait qu'il y a besoin d'une écoute et de proposer des outils pour que la personne retrouve une vie agréable et classique. Et les gens connectent très vite que le sang, c'est la vie. Et donc, c'est quelque chose qui vient pomper votre vie et qui vous pompe totalement toute la journée. Et donc, à force d'être pompé, eh ben, on est à plat. Le problème de piqûre est exponentiel. Et en plus, ça, les gens vont sur Internet. Ils ont un poignard en guise de sexe. Un machin bien affûté, bien tranchant, bien piquant. Et en plus de ça, ils s'en servent comme un branquignol. Qui se renseignent sur cette augmentation, cette sexualité. Ils tombent sur une sexualité très originale. Chez les punaises de lit, l'amour est une tuerie. Le mâle est un poignardeur qui enfonce son éperon dans le corps de la femelle au petit bonheur la chance. Et cet éperon doit transpercer la peau
de la femelle au niveau de son abdomen, c'est-à-dire n'importe où, et injecter ces spermatozoïdes. Ça se dit scientifiquement une insémination traumatique. Les personnes, quand elles lisent tout ça sur Internet, elles vivent ça comme un énorme cauchemar. Si par chance nous n'avons pas de punaises dans nos lits, il ne faut surtout pas en conclure que nous pouvons nous y prélasser en toute sécurité. Quoi que nous fassions, nos lits sont infestés d'hôtes indésirables dont tout le monde a entendu parler sans les avoir jamais vus. Les acariens dermatophagoïdes pteronicinus, invisibles à l'œil nu, se repaissent de nos peaux mortes, de nos cheveux, de nos poils. Leurs carapaces vides et leurs déjections minuscules sont très allergisantes. On estime que les acariens sont responsables d'environ 45 à 50% des maladies allergiques. Et la différence avec d'autres allergènes comme les pollens, c'est qu'ils sont présents toute l'année. On couche toute l'année avec des acariens domestiques alors qu'on est exposé aux graminées 2 mois et demi par an. Le docteur Alain Michiels exerce en Belgique et visite ses patients qui souffrent d'allergies parfois très invalidantes. Dans un matelas comme le tien, il peut y avoir jusqu'à 2 millions d'acariens. Et ils sont dans le matelas, mais on en trouve aussi à la surface, dans la poussière. Et dans un oreiller, il y a jusqu'à 10% qui est fait d'acariens morts. Et c'est tout près de ton nez, donc tu le respires toute la nuit. Et c'est comme ça que tu es devenu allergique aux acariens. Quand j'ai mes crises, j'ai les yeux qui piquent, le nez qui coule aussi parfois. Il est bouché parfois aussi? Oui, après avoir éternué plusieurs fois. Et ça arrive quand? Ça arrive plutôt la nuit, le matin? Le matin quand je me lève. Bah oui, au réveil. Qui se douterait que nos lits sont des jungles grouillantes? Ces plantes extravagantes, observées au microscope électronique, sont des moisissures qui prospèrent dans l'humidité de notre transpiration. À l'intérieur du matelas, ici, il y a beaucoup de moisissures, des peaux mortes que tu perds aussi. Ça, associé à la transpiration, avec donc l'humidité et la chaleur, ça permet la multiplication des acariens dans les matelas. Depuis les années 70 et donc les crises pétrolières, on constate en effet une augmentation de l'allergie aux acariens, très vraisemblablement liée au fait qu'on a isolé les domiciles. Il y a du double vitrage. Alors ça, c'est excellent pour les économies d'énergie, mais aussi pour les acariens, qui favorisent leur multiplication. Les gens passent beaucoup moins de temps dehors, et la vie à l'intérieur, devant la télévision ou les jeux vidéo ou les ordinateurs, est devenue prépondérante. Et donc on est exposé beaucoup plus longtemps aux acariens domestiques. En toute innocence, de plus en plus de gens entretiennent ainsi des liaisons dangereuses. Certains patients sont si affectés par leurs allergies qu'ils doivent se faire désensibiliser en milieu hospitalier. Voilà, je vais vous mettre ce petit appareil sur le nez et puis on va commencer la provocation aux acariens domestiques avec des extraits que ma collègue va vous faire inhaler. Inspirez doucement, puis expirez. Inspirez, expirez, et inspirez bien fort. Et encore. Il n'y a rien qui indique, à l'heure actuelle, pour la majorité des maladies allergiques liées aux acariens, la rhinite, la conjonctivite, l'eczéma, qu'on a atteint un plateau. Et ça va donc continuer à augmenter. Dans le futur, grâce au progrès de la biologie moléculaire, on va pouvoir imaginer des vaccins à la carte. On va pouvoir identifier contre quelle protéine des excréments d'acariens le sujet est allergique et lui administrer cette protéine et cette protéine-là seulement. Ce sera un vaccin beaucoup plus pur et beaucoup plus puissant. En attendant, le meilleur moyen de lutter contre les acariens est d'aérer les pièces au moins une demi-heure chaque jour, y compris en hiver, car le froid est l'ennemi de ces bestioles invisibles. Si les acariens dermatophagoïdes se permettent de coucher dans nos lits sans nous l'avoir demandé, certains de leurs cousins font bien pire. Les acariens démodex, eux, vivent carrément dans la chaleur de la bête. Ils colonisent les racines de nos cils et les pores de notre visage.
À notre naissance, nous n'avons pas d'acariens démodex. Mais à l'âge de la puberté, l'équilibre hormonal dans le corps commence à changer. Ce changement se traduit par un type d'huile qui est produite dans le visage, le sébum. Et les acariens démodex s'en nourrissent pour se développer. Ainsi, pendant les 12-13 premières années de notre vie, nous n'avons pas d'acariens. Mais après cela, nous contribuons à les fabriquer. La pose de patch absorbant permet d'évaluer la teneur de la peau en sébum et de dénombrer les points noirs. Des nombres élevés suggèrent que la peau examinée offre aux acariens démodex un biotope idéal. Sur ce patch du nez, nous pouvons voir la présence de nombreux points noirs qui sont agrandis sur cette image. Cela indique une surproduction d'huile, de sébum dans le visage qui contribue à la formation de points noirs. Les acariens démodex vivent en colonie dans les pores des peaux huileuses, comme on peut le voir sur ces images de microscopie électronique magnifiées plusieurs centaines de fois. Une femelle pond plus de 20 œufs dans un pore de notre peau ou dans un seul follicule pileux. Le nombre de démodex augmente à mesure que l'on vieillit. À 20 ans, un quart d'entre nous est colonisé. Mais à 80 ans, tout le monde a sa dose. Une fois de plus, ce sont les déjections de démodex qui nous empoisonnent la vie. Démodex est le seul animal qui n'a pas d'anus. En conséquence, il lui est impossible de se débarrasser de ses excréments, qui s'accumulent dans son corps et finissent par le tuer. De nombreuses bactéries prospèrent dans son système digestif. Lorsque le démodex meurt, ces bactéries s'attaquent à la peau de sa victime. Le docteur Cavanagh a démontré que ce sont eux qui sont responsables des rougeurs de la peau qu'on appelle rosacée, une maladie qui évolue souvent en une coupe rose et qui touche de 5 à 20% de la population mondiale. Les hommes ont tendance à avoir une densité légèrement plus élevée d'acariens démodex dans leur peau que les femmes. Fait intéressant, les hommes montrent souvent les pires symptômes de la rosacée. Pour ces études, le docteur Cavanagh a évalué les taux de démodex dans la population. Asseyez-vous. Merci. Ceci, c'est un modèle d'un acarien démodex. Ils vivent à l'intérieur des substances grasses de votre peau. Ils sont installés normalement de cette façon, avec leur queue pointant vers le haut. Et ce sont des habitants normaux de la peau. Mais combien en avons-nous sur le visage? Normalement, 1 ou 2 par centimètre carré. Mais en cas de rosacée, la densité des acariens démodex augmente à 10 ou 20 par centimètre carré, ce qui provoque une inflammation et des dommages à la peau. Oh mon Dieu. En regardant ma peau, nous pouvons voir la présence de vaisseaux sanguins. Nous pouvons voir des points noirs, mais nous pouvons également voir la présence de pores. Et si nous appliquons la loupe sur votre visage, nous pouvons voir les pores où vivent les démodex. C'est parti. Merci. C'est l'un des animaux de compagnie que nous avons extrait de votre visage. De mon visage? Exactement. Et comme vous pouvez le voir, il a une bouche, 4 paires de pattes, et cet endroit s'appelle l'abdomen. Au total, il mesure 0,3 mm de longueur. Aujourd'hui, les gens ont plus de démodex qu'il y a 100 ans. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Nous avons un régime alimentaire plus riche.
Et ce régime influence le sébum que nous produisons sur notre visage. Et le sébum est l'une des sources de nourriture que le démodex mange. L'autre facteur est que si les gens s'exposent trop à l'air, font du sport ou marchent beaucoup, il y a des dommages de la peau au contact du soleil. Cela peut aussi permettre au démodex de se développer, car les dégâts de la peau entraînent des fuites de sang, de petites quantités de sang, dont ils peuvent également se nourrir. Nous croyons aussi que la pollution peut jouer un rôle dans l'augmentation des symptômes de la rosacée. Des antibiotiques efficaces existent, et pourtant, il s'est avéré impossible d'éradiquer complètement les acariens démodex du visage, parce que dès que la population diminue, nous avons toujours des contacts proches. Embrasser peut permettre au démodex de passer d'une personne à l'autre. si un long baiser fougueux peut favoriser la transmission de démodex, l'intimité rapprochée profite aussi à un autre de nos parasites. Le pouls, à cette occasion, passe remarquablement bien d'une chevelure à l'autre. Jusqu'à il y a quelques années, la moyenne d'âge la plus favorable au pouls était 7 ans. L'âge où l'enfant devient un peu indépendant pour sa toilette. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on observe que des ados et même des adultes attrapent beaucoup plus facilement des poux. Et les selfies sont pas mal à l'origine de ça, puisque les poux sont d'excellents funambules et qu'ils passent d'une tête à l'autre. Très alarmé par les hordes de poux qui envahissent les chevelures, l'Agence russe de protection des consommateurs songe très sérieusement, paraît-il, à demander l'interdiction des selfies. En Russie comme ailleurs, les poux attaquent. Les poux attaquent et se multiplient. Ouah, j'ai trouvé l'arme absolue. Et les poux sont tués. Dire qu'il existe une arme absolue contre les poux, c'est faux. Parmi ces insecticides, les derniers qui ont été révolutionnaires, c'était l'épirètre, issu de la fleur de chrysanthème, et le malathion, dont les actions sont neurotoxiques, c'est-à-dire agissent sur le système nerveux du poux. Hélas, depuis une quinzaine d'années, ces molécules ne sont plus du tout efficaces, car les poux ont développé des phénomènes de résistance, et on ne peut plus les utiliser. Ça ne tue plus ni les poux, ni leurs langues. Dis, monsieur, tu te grattes la tête. Tu réfléchis ou tu as des poux? Pour tester la résistance des poux, Catherine a organisé durant plus de 30 ans de véritables olympiades, au cours desquelles les concurrents s'affrontaient dans des courses de vitesse et d'obstacles. Sur les 21 produits que j'ai testés au cours de ces dernières années, il n'y en a que 2 qui, aujourd'hui, s'avèrent encore efficaces. Ce sont des produits à action mécanique. Ces produits sont enrobants et ils agissent comme du plâtre autour du poux et l'empêcher de marcher, de respirer et de réaliser ses principales fonctions vitales. En simplifiant, il s'agit d'empêtrer les poux dans une espèce de glu non toxique pour les humains qui les clouera sur place jusqu'à ce que mort s'en suive. Comme la punaise de lit, en matière de sexe, le poux est une bête. Le poux a une sexualité très débridée, puisque, ramené à l'être humain, un garçon de 30 ans aurait copulé pendant 1 an, à plein temps, et 24 heures sur 24. On explique pourquoi les poux sont si nombreux, et la descendance est dure à éradiquer. C'est aussi un surmâle. À échelle humaine, son pénis en érection aurait la taille de la cuisse d'un homme adulte. On frémit à imaginer les parties de patte en l'air de monsieur et madame Poux. Dans une cour d'école ou en famille, les poux passent d'une tête à l'autre avec une agilité décourageante. La survie de l'espèce se fonde sur sa mobilité. Il faut aussi que tout le monde soit traité en même temps, et il faudrait une journée mondiale du poux. Ceci est peu réalisable, mais dans des petites collectivités, voire une ville, ça marche assez bien et le taux d'infestation a énormément diminué. Il y a même des endroits où il n'y a plus de poux du tout.
Les poux sont nos parasites exclusifs. Si par erreur ils s'égarent dans la fourrure d'un chat, dans celle d'un chien ou dans le pelage d'une vache, ils crèveront de faim. Ce qu'il leur faut, c'est du sang humain à l'exclusion de tout autre. Mais souvent, les parasites assoiffés d'hémoglobine ne font pas la fine bouche et mangent à tous les râteliers. Pour les tiques et les moustiques, tout sang est bon à boire, qu'il soit animal ou humain. Cet éclectisme est extrêmement dangereux, car il établit des ponts entre les animaux et nous, ce qui explique que parfois, nous soyons malades comme des bêtes. Au cours des 150 dernières années, la température moyenne a augmenté d'environ 1 degré en Europe. Épidémiologiste du climat, Karine Chalvet-Monfray fait des prévisions sur l'évolution des populations de tiques responsables de nombreuses maladies. Elle installe des stations de relevé météo un peu particulières. Alors voici une station classique avec température, humidité mesurée en haut. Mais la particularité, c'est ici. C'est une sonde pour mesurer la température au niveau du sol, sous la litière. Sous la litière, c'est-à-dire sous les feuilles mortes, c'est là que vivent les tiques. C'est là où elles se réfugient quand il fait trop chaud, trop sec, trop froid. Elles ne sont pas dans les arbres, comme on l'entend parfois, elles sont dans la litière. Et lorsqu'elles vont se mettre à l'affût, elles vont aller sur les feuilles, sur les tiges, pour attendre ainsi le passage d'un hôte. Quand un animal ou un homme approche, la tique le détecte grâce à ses capteurs de CO2 situés au bout des pattes qui lui servent de nez. Avec ses griffes acérées, elle va solidement s'accrocher sur sa victime. Pour évaluer la prolifération des tiques en fonction de la température, les équipes de Karine ratissent le terrain. La méthode de capture la plus efficace consiste à traîner des draps au sol pour que les tiques s'accrochent au tissu. Là, ça nous en a fait à peu près 5. C'est une valeur plutôt bonne vu la saison, vu la météo. Mais en d'autres périodes de l'année, on en a jusqu'à 10 et je crois 30 même, vraiment au pic de la saison, sur 10 mètres prospectés par un drap. Le record, c'est de l'ordre d'une centaine de tiques, mais dans un site particulièrement favorable, un moment favorable. Cette fois, ce sont essentiellement des adultes qui ont été capturés. Mais d'autres fois, ce sont des larves, transparentes et microscopiques, qu'on récupère dans les draps. En une ponte, éclosent 2000 à 3000 nouvelles larves. Elles sont d'autant plus sournoises qu'à ce stade d'évolution, elles sont presque invisibles à nos yeux. Le nombre de tiques récoltées et les données météo relevées au moment de la collecte sont étudiées afin de construire des modèles mathématiques pour prédire l'abondance d'un parasite que la santé publique prend de plus en plus au sérieux. Nous collectons sur une petite dizaine de sites, mais de manière régulière, mensuellement. Nous avons aussi des campagnes où on va compléter ces observations avec l'armée ou avec d'autres pays, Pays-Bas, Belgique. Toutes ces données vont nous permettre de mieux connaître la biologie et de pouvoir faire des prévisions pour ne pas savoir uniquement où se trouvent les tiques, mais quand est-ce qu'elles sont actives. Voici l'exemple de type d'application qui permet d'estimer le risque d'activité de tiques en fonction d'un code couleur. Plus c'est sombre, plus c'est risqué. Et ces cartes sont régulièrement remises à jour en fonction des données météorologiques. L'application est étendue aux autres parasites qui ont le vent en poupe, les puces et les moustiques. La tique est inactive lorsque la température tombe au-dessous de 7 degrés. Or, les jours de froid sont de moins en moins nombreux, et la tique en profite. On commence à avoir régulièrement des tiques lors des collectes en hiver, et aussi dans les zones en altitude, on voit des populations de tiques présentes là où il n'y en avait pas au préalable, dans par exemple les Pyrénées, les Alpes, et de la même manière, une augmentation en latitude avec de plus en plus de tiques présentes dans des latitudes nord en Suède ou chez nos amis canadiens.
La prolifération des tiques et l'invasion de territoires jusque-là vierges de leur présence s'expliquent par un profond changement des écosystèmes. L'expansion urbaine fait que les bois et les forêts sont désormais proches des lisières de nombreuses agglomérations. Et les animaux sauvages, porteurs de tiques, s'aventurent fréquemment dans le tissu urbain. Je suis en train d'installer une caméra qui vous permet de filmer en particulier la nuit avec les infrarouges les populations de faune sauvage qui vont visiter les lieux afin de pouvoir les corréler avec les populations de tiques. Les petits rongeurs sont les principaux hôtes des tiques et des moustiques, mais de nombreuses espèces sauvages en sont porteuses. Les sangliers, les chevreuils, les cerfs et les biches de plus en plus nombreux. Ces animaux sont de moins en moins farouches. Aujourd'hui, nos villes s'étendent au détriment des zones naturelles. On se rapproche des derniers sanctuaires de la nature où vivent des animaux sauvages qui hébergent leurs parasites et leurs pathogènes. Ces animaux sauvages, de leur côté, entrent de plus en plus en ville. Donc on assiste à un brassage qui crée de véritables opportunités pour la pullulation d'espèces invasives. Il y a encore une cinquantaine d'années, on avait beaucoup moins de tiques, de moustiques dans nos villes. En manque de nature, suffoqués par la pollution, les citadins du monde entier exigent des villes de plus en plus vertes. Les plantations et l'eau d'arrosage qui stagnent attirent d'autres envahisseurs problématiques, les moustiques. On crée des villes pour notre confort, on va avoir les façades végétalisées, les gens cultivent des fleurs, vont arroser les fleurs, il y a une source d'eau inépuisable et des possibilités pour les moustiques de se développer dans ces eaux. Le moustique tigre, par exemple, est emblématique de ce genre de comportement de moustique. C'est un moustique qui, à l'origine, était un moustique sauvage, qui se développe dans des petites collections d'eau. Il s'est adapté petit à petit à l'environnement urbain, il en a fait son domaine, et depuis, il se répand de ville en ville. Il va falloir qu'on apprenne à se protéger, y compris dans les villes où on croyait être tranquille. Originaire d'Asie, le moustique tigre est arrivé en Italie dans les années 90. Il est désormais présent dans toutes les métropoles du sud de l'Europe. Et il remonte vers le nord en suivant les axes routiers, à bord de camions de marchandises et de voitures de particuliers qui rentrent de vacances. Quelques signalements ont déjà été faits outre-Rhin. Les variations du climat en cours ouvrent aux moustiques tigres et aux tiques des zones où ils n'étaient pas présents. Or, l'un et l'autre propagent des maladies graves qui alarment les autorités sanitaires. Le moustique tigre est le vecteur de la dengue, du chikungunya et du virus Zika apparu plus récemment. Les tiques propagent la maladie de Lyme, jusque-là assez rare en Europe et, de ce fait, encore mal connue. Ces dernières années, le nombre de nouveaux cas explose. Le moustique tigre est diurne. C'est la femelle qui, une fois fécondée, pique pour prélever du sang. La contamination d'une victime saine se fait parce que le moustique a précédemment piqué une victime atteinte par la maladie. Le virus infecte la salive que le moustique injecte dans le corps de sa victime pour fluidifier le sang. Avec la tique, le processus est semblable. Elle dispose d'un impressionnant arsenal d'outils qui lui permet de s'arrimer solidement à sa victime. Après quoi, elle injecte un puissant anesthésiant dans la peau de celle-ci et la perfore sans qu'elle ne se rende compte de rien. Une fois installée, la tique devient une pompe aspirante. Après environ 8 jours de succion, elle prend 100 fois son poids de sang. On observe beaucoup plus de tiques dans l'environnement. Les gens reviennent fréquemment avec des piqûres de tiques. Il y a de plus en plus de cas de maladies à tiques, notamment la maladie de Lyme. En 10 ans, en France, le moustique tigre a colonisé 20 territoires et en seulement 5 ans, il en a pris 10 de plus. C'est clairement une invasion biologique à laquelle on assiste actuellement. Comment se débarrasser de ces envahisseurs d'autant plus dangereux qu'ils sont très discrets ?
Des vaccins contre les maladies transmises par les tiques et les moustiques sont longs à mettre au point. Et des années s'écouleront avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Des claques sur vos cuisses, des claques sur vos bras. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Tête peut nourrir plus d'un pou. À l'image des poux, les autres suceurs de sang se montrent de plus en plus résistants aux molécules chimiques employées pour les détruire. Dans une étude récente, on a constaté que dans certaines régions du monde, il faut 500 fois plus d'insecticides pour tuer les moustiques. En utilisant de manière massive et incontrôlée les insecticides, on favorise la sélection de la résistance. La plupart des moustiques vont mourir, mais certains vont résister et vont survivre. Et c'est ceux-là qui vont donner naissance à la génération suivante. Et cette génération suivante sera un petit peu plus résistante aux insecticides. Et ainsi de suite, on crée quelque part des populations de moustiques qui sont de plus en plus résistantes. Invasion de moustiques! Envoyez l'aérosol! Ils reviendront toujours. Les scientifiques fouillent désormais les gènes de nos persécuteurs pour y découvrir les secrets de leur inquiétante capacité d'adaptation. Les chercheurs ont découvert récemment que la première ingestion de sang change l'expression de certains gènes des insectes hématophages, autrement dit des mangeurs de sang. Ce changement se traduit par un épaississement considérable de la cuticule, de la punaise de lit, du poux, du morpion, de la tique. Une fois épaissie, la cuticule devient une sorte de cuirasse extrêmement résistante qui protège l'insecte de nombreuses agressions, tant physiques que chimiques. La résistance des suceurs de sang aux insecticides résiderait dans des gènes qui stimulent leur système de détoxification. Ce système est très développé chez les insectes parce que c'est leur principale défense face aux plantes qui cherchent à les tuer. Pour ne pas se faire manger, les plantes ont développé un système qui leur permet de produire des toxines. Et à l'inverse, les insectes qui mangent des plantes ont aussi développé des protéines qui sont capables de biodégrader ces toxines. Et aujourd'hui, les moustiques ont hérité au cours de leur évolution de ces protéines, qu'ils utilisent aussi pour dégrader les molécules insecticides. C'est très efficace et ça permet à certaines populations de résister à des doses très fortes d'insecticides. Les produits chimiques qu'on emploie pour détruire les hématophages sont l'équivalent des poisons que les plantes développent pour se défendre et que les insectes ont appris à neutraliser. Nos recherches en génétique nous permettent de mieux comprendre cette boîte à outils de détoxication qu'utilisent les moustiques pour résister aux insecticides et donc d'essayer de contrer ces phénomènes de résistance. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura du mal à éradiquer les moustiques, même ce sera sûrement impossible, et donc il va falloir adapter notre style de vie. On peut utiliser la génétique autrement. Des chercheurs ont créé des moustiques mâles génétiquement modifiés, de telle sorte que leur progéniture ne peut pas se développer. Lorsqu'ils sont relâchés en très grand nombre dans la nature, on constate que statistiquement, les femelles sauvages s'accouplent davantage avec ces mâles de laboratoire qu'avec les mâles sauvages. Ces accouplements étant stériles, la pullulation des moustiques est enrayée. Il y a déjà des moustiques transgéniques qui existent dans les laboratoires. Il y a déjà des moustiques transgéniques qui existent en termes de lutte. Par exemple, en Amérique du Sud, au Brésil ou en Australie, on fait des lâchers à échelle réduite. Cette méthode est efficace, mais jouer avec les OGM reste l'apanage des anglo-saxons. Dans les environnements francophones, c'est pas ça qu'on va mettre en avant parce qu'il y a une certaine réticence de la société à utiliser ces méthodes de lutte. Actuellement, l'Union européenne interdit l'utilisation des moustiques transgéniques en se fondant sur le principe de précaution et la lutte contre les OGM. L'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, pilote un projet alternatif qui stérilise des moustiques tigres mâles par irradiation. Des millions de moustiques tigres mâles stérilisés attendent le feu vert de l'administration pour passer à l'action. Des lâchers par drone sont à l'essai en Amérique du Sud.
chaque vol libère 50 000 moustiques mâles traités sur une zone d'environ 20 hectares. D'autres alternatives s'appuient sur les prédateurs naturels des envahisseurs. En Amérique du Nord, on favorise le retour de colonies de chauves-souris en milieu urbain. En une nuit, un seul chiroptère peut dévorer plus de 2000 moustiques. Pour les punaises de lit, on connaît des prédateurs qui sont des mille-pattes, qui les tuent également, mais lâcher des mille-pattes dans une maison, c'est pas possible à envisager. Donc la lutte biologique pour les punaises de lit, c'est très compliqué. Autrefois, la population de tiques était, entre autres, régulée par de nombreux prédateurs directs, parmi lesquels on comptait les mammifères insectivores, certains oiseaux, des lézards, des crapauds et des amphibiens. Lorsque le gibier était davantage chassé, la population de cervidés était nettement moins nombreuse, et les tiques aussi. Le problème, c'est qu'il y a plus de 300 espèces animales qui peuvent être porteurs de tiques. Il y a les reptiles, il y a les lièvres, les rongeurs, les oiseaux qui disséminent beaucoup. Mais le gros problème actuel, c'est le problème des cervidés. Ils constituent une grosse masse sanguine pour les tiques. Ils n'arrivent pas à se déparasiter en se grattant des tiques. Nathalie Boulanger et Patrick Abraire souhaitent la réintroduction des prédateurs indirects qui, en régulant la présence de gibier, diminuent fortement la prolifération des tiques. En tant que forestier, depuis 30-40 ans, il y a vraiment une infestation de gibier. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait aussi une infestation de tiques à partir de là. Il faudrait absolument qu'il y ait retour des prédateurs. Alors on avait déjà le lynx qui était un grand prédateur mais qui est en train de disparaître parce qu'on l'a fait disparaître. Et le loup est en train de revenir. Et c'est très important de laisser revenir le loup parce que c'est le grand prédateur et le seul moyen de limiter le gibier ou la faune à un taux normal. Tiens, un passage de gibier, donc une autoroute de gibier. Là, on devine une ancienne trace de chevreuil. Alors tu vois, moi, pour les collectes de tiques, j'ai tendance à me mettre aussi sur ces passages. Comme ça, je peux collecter quand même pas mal de tiques. Là, tu vois, j'ai un tube, environ 150, que j'ai collecté en environ 1 heure. Ah, dis donc. Et toutes ces tiques sont tombées des cervidés ou des autres animaux qui sont à proximité. Le nombre de chasseurs ne cesse de diminuer. Et les prédateurs naturels ont été peu ou prou éradiqués. Le gros gibier va donc continuer à propager ces tiques. Les chercheurs, de leur côté, ne renoncent pas à trouver des moyens de lutte biologique et se tournent vers des solutions qui ont fait leurs preuves dans le passé. Depuis des siècles, les habitants des Balkans recouvrent le sol, autour de leur lit, de feuilles de haricots. Pour se défendre contre toutes sortes d'agresseurs, les escargots, les limaces et les insectes phytophages, les feuilles de haricots sont recouvertes de trichomes. Ce sont de microscopiques poils acérés sur lesquels les insectes s'empalent et crèvent. Les chercheurs essaient de mettre au point une surface synthétique qui présenterait les mêmes caractéristiques que cette planche à clous végétale. On peut utiliser aussi la terre de diatomée, la silice. C'est du minéral, c'est du cristallin, c'est tranchant. Ça va provoquer des micro-hémorragies dans la punaise de lit, ça va les tuer. Pas immédiatement, ce n'est pas un effet fulgurant, mais au bout de 4-5 jours, elles vont mourir. Le problème, c'est de la silice, c'est qu'il ne faut pas la respirer. Face au déferlement récent des punaises de lit, le passage en chambre chaude des meubles et objets contaminés démontre une grande efficacité et se développe. Alors on trouve des fauteuils, on va trouver des matelas et tout ça représente à peu près 15 jours de traitement de punaises de lit. Et en période de pic, on peut avoir 5-6 fois à peu près cette quantité. Le procédé est relativement récent et des recherches se poursuivent pour connaître plus précisément les températures auxquelles l'étuvage est le plus efficace pour chaque catégorie de parasites. Avec les produits chimiques, il faut compter 1 mois de traitement. Problème aussi de la toxicité pour les gens, on met quand même des produits chimiques dans une maison, avec des enfants qui jouent au niveau du sol. Tous ces problèmes-là, on essaye de les pallier maintenant de plus en plus avec de la lutte mécanique, physique,
notamment avec la chaleur et le froid. En une matinée, une journée maximum, le problème est réglé. Jean-Michel Béranger place des punaises de lit cobaye et une sonde de température dans du mobilier qui va passer à la chambre. Nos recherches montrent qu'il faut au moins une température de 48 degrés pour exterminer les punaises de lit. Dans nos recherches, on essaye de rentabiliser au maximum, c'est-à-dire utiliser le froid ou le chaud, mais à bon escient. L'hiver, on va refroidir, ce qui va nous permettre d'économiser de l'énergie, puisque l'hiver, par exemple, les affaires seront déjà froides et on va arriver plus rapidement à des températures négatives. Grâce à cette étuve mobile, on peut arriver directement au pied des appartements pour traiter par le chaud, par le froid, habitats sociaux, hôtels, pour tout ce qui est punaises de lit, bien sûr, mais puces, acariens, tout insecte donc qui peut infester un appartement, un immeuble. C'est vraiment la technique de l'avenir, ça va très vite, et puis c'est quasiment du bio. Le gaz carbonique de notre respiration est un signal qui attire de nombreux suceurs de sang. Mais ce n'est pas le seul. Les moustiques et les punaises sont très sensibles aux molécules odorantes de notre corps. L'idée d'utiliser cette attractivité pour en faire des pièges biologiques n'est pas nouvelle. Dans les années 70, on a synthétisé l'odeur des sels et on en a fait un substrat pour appâter les moustiques. Dans les années 90, le professeur d'entomologie Willem Teken du centre de recherche de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, s'est très sérieusement intéressé aux odeurs de pieds avec le même objectif. Actuellement, nous testons des nouveaux types de pièges donc qui associent la température, 37 degrés, l'odeur humaine et le gaz carbonique, le CO2. Pour le CO2, on va insérer donc un comprimé sur le piège. Et pour l'odeur, ce produit qui sent vraiment très mauvais. Là, je teste actuellement avec des punaises de lit, mais les mêmes stimuli attireraient d'autres suceurs de sang, comme des moustiques par exemple. Donc là, on voit très bien qu'on est plus efficace avec 3 stimuli qu'avec un seul, ici, la température. Par contre, malgré l'efficacité de ce type de piège, on ne peut pas envisager d'éradiquer les punaises de lit dans une maison, un appartement. C'est une piste intéressante, puisque là, on reproduit un leurre, un cobaye humain. En Allemagne, l'Américain Larry Hansen s'appuie sur l'odeur des punaises pour les dépister. Il a créé une unité canine qui inspecte les avions pour détecter les punaises de lit qui se sont embarquées incognito dans les valises. L'utilisation d'un chien pour trouver des punaises de lit est la meilleure méthode. Le chien a un taux de réussite de 95%. L'aéroport de Francfort est depuis 2018 le seul à avoir ce type de service. Mais le problème devient de plus en plus important et je pense que chaque aéroport devrait offrir ce service à ses clients. Direkt ran. Direkt. Komm ran. Nous avons des compagnies aériennes qui utilisent nos services pour la recherche dans les avions. Et nous avons aussi des clients qui viennent avec leurs bagages et nous demandent de faire renifler leurs bagages par nos chiens. Ça a explosé, ça a beaucoup augmenté. Hi. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous allons aller là-bas. Nous pourrons inspecter votre bagage. Ok, on peut se mettre ici. Check. Gesetzt. Là, monsieur, il sent quelque chose. Eine Bettwanze, die riecht sehr schwach, nur nach Pheromonen. Les phéromones des punaises de lit sont peu odorantes, mais le chien est quand même capable d'identifier l'odeur des phéromones d'une punaise de lit vivante. Et recherche cet effluve dans les bagages. Au moment où il trouve une punaise de lit, il se couche par terre. Larry Hansen ne se charge pas de la décontamination. Il signale aux passagers que ses bagages sont infectés et c'est à lui de les faire traiter. Le problème avec les punaises de lit augmente,
car vous pouvez voyager à travers l'Europe avec le train et l'avion à très bon marché maintenant. L'Europe est ainsi devenue une petite ville, et c'est pourquoi le problème s'aggrave. Le réchauffement climatique va s'accentuer, et la vieille bombe de Mamie Cruelle, aussi toxique pour nous que pour eux, doit être définitivement jetée aux oubliettes. Les nombreux programmes de recherche qui ont été lancés, notamment dans le domaine de la génétique, devraient déboucher sur des solutions efficaces en termes de prévention et de lutte. Mais quand? En attendant, il va falloir apprendre à vivre avec des envahisseurs que nous ne connaissons pas, ou mal. On ne peut pas rêver de les éradiquer de la surface de la Terre. C'est un fantasme complètement anthropocentrique. Il va falloir qu'on accepte de vivre ensemble, de contrôler ce risque et faire en sorte de le gérer plutôt que d'essayer de le combattre. Quels que soient les désagréments et les périls que cette promiscuité nous impose, pas de panique. L'apocalypse n'est pas pour demain. Si on parle beaucoup de la maladie de Lyme dans les médias, les spécialistes gardent leur sang-froid. Il y a de plus en plus de gens qui sont piqués par des tiques. Et parmi les tiques qui sont présentes dans l'environnement, seuls 10 à 20% sont infectés. Et parmi les gens qui vont être piqués, en finale, il n'y a que 2 à 4% qui vont développer une maladie de Lyme. Il faut relativiser et pas faire une psychose suite à une piqûre de tique. Quant aux punaises de lit, la situation est pour le moment sous contrôle et sous haute surveillance. Dans le monde, chaque jour, il y a des millions de personnes qui se font piquer par les punaises de lit sans conséquence. En laboratoire, on a montré qu'elles peuvent transmettre virus ou bactéries, donc il faut rester très vigilant. Se gratter la couenne en pestant contre les bestioles qui nous persécutent est inscrit dans le destin de l'espèce humaine. Nos ancêtres se grattaient bien davantage que nous aujourd'hui. Et nos descendants se gratteront encore.